Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Décrypter l'Afrique. Au sommaire aujourd'hui, le Mali où le président de la transition, le général Assimi Goïta, a accordé une grâce présidentielle à Yann Vézilier, ce ressortissant français, officier de la DGSE, qui avait été arrêté il y a tout juste un an, puis condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour atteinte à la sûreté de l'État. Que révèle cette grâce présidentielle? S'agit-il d'un signe d'apaisement tactique, d'un échange de bons procédés dans l'ombre des services de renseignement? Peut-on même se risquer à parler d'une possible recomposition des relations franco-maliennes alors qu'elles semblaient figées dans l'hostilité depuis l'arrivée au pouvoir d'Assimi Goïta? Nous parlerons aussi des leçons à tirer pour la souveraineté des États sahéliens, le rôle des renseignements et des services de renseignement et le rôle du Maroc aussi dans cette grâce présidentielle inattendue. On décortiquera ce sujet avec Théophile Kouabo, journaliste pour DLA, et Sadio Morel-Kanté, journaliste et chercheuse associée à l'IPSE. En seconde partie d'émission, direction la Côte d'Ivoire, où l'arrestation d'un prédicateur relance une question de plus en plus sensible. Peut-on encore tout dire sans risquer de se retrouver entre les mains de la justice après la mort de l'ancien Comzone Martin Foffier-Kouakou? Celui qui se présente comme le prophète aimé Kofi David Jérémy tient des propos pouvant être interprétés comme une manière de se réjouir de sa disparition. Il est interpellé quelques heures plus tard dans la nuit, victime de douleurs à la poitrine. Il est transféré à l'Institut de cardiologie d'Abidjan et opéré en urgence au cœur. Alors, où s'arrête la liberté d'expression en Côte d'Ivoire? Et surtout, la loi frappe-t-elle avec la même vigueur selon l'identité de celui qui parle et le camp qu'il vise? Derrière cette affaire se pose aussi la question des méthodes d'interpellation, mais également celle beaucoup plus profonde de la persistance des discours religieux et messianiques dans les fractures politiques ivoiriennes. 15 ans après la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire est-elle réellement réconciliée ou les vieux antagonismes ne demandent-ils qu'à ressurgir à chaque montée de la température politique? J'en parlerai avec Théophile qui restera avec nous et avec Roland Kouakou. C'est parti. L'actualité au Mali en ce mois d'août est marquée par quelques attaques sporadiques des terroristes du JNIM. Mais ce qui ressort pour l'instant, c'est ce coup de théâtre diplomatique retentissant survenu jeudi. Un dénouement inattendu dans un dossier brûlant et symbolique des tensions extrêmes entre Bamako et Paris. L'officier français de la DGSE, qui était aux mains des autorités maliennes, a reçu une grâce présidentielle de la part du président Assimi Goïta. L'annonce a été faite à la télévision malienne par le général de brigade Issa Ousmane Koulibaly, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le gouvernement de la transition informe l'opinion que par décret numéro 0503 PTRM du 13 août 2026, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé la grâce présidentielle à M. Yann Christian Bernard Vézilier, de nationalité française, condamné par la justice malienne à 20 années de réclusion criminelle pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Cette mesure de grâce, qui ne remet pas en cause les faits établis par un jugement contradictoire rendu au cours d'un procès, lors duquel tous les droits de la défense ont été respectés, est assortie de l'éloignement immédiat de l'intéressé du territoire national. Aussi, le gouvernement de la transition souligne que M. Vézilier a été jugé et condamné à la suite d'un procès équitable, sans aucune interférence, conformément à la vision de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour saluer un pays frère dont les bons offices exercés avec discrétion et dans le respect scrupuleux de la souveraineté du Mali ont contribué à l'obtention de cette grâce.
Alors, Yann Vézilier avait été arrêté en août 2025 à Bamako en compagnie de plusieurs officiers maliens. Il a ensuite été condamné le 5 juin dernier à 20 ans de réclusion criminelle pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État dans le cadre donc d'une affaire de tentative présumée de déstabilisation des institutions de la transition. Comme vous l'avez entendu, Bamako a par ailleurs salué les bons offices discrets d'un pays frère qui serait le Maroc selon les informations de Jeune Afrique. Ce geste fort de la présidence malienne interpelle. Que traduit réellement cette décision du général Assimi Goïta? Assistons-nous à un réajustement pragmatique de la position malienne vis-à-vis de Paris, ou s'agit-il d'un dossier strictement de sécurité vidé de tout son contenu politique? Enfin, que nous enseigne l'implication marocaine sur les nouvelles lignes de force et d'influence sur le continent? Pour débattre de ces enjeux stratégiques et tenter de savoir s'il s'agit d'un virage diplomatique, je suis avec Théophile Kouamo, journaliste pour DLA. Bonjour Théo. Bonjour Fabrice. À tes côtés, Sadio Morel Kanté, journaliste et chercheuse à l'IPSE. Bonjour Sadio. Bonjour à vous deux. Alors, j'aimerais donc qu'on essaye de comprendre avec vous le sens de ce revirement diplomatique, l'accent en tout cas d'hostilité de Bamako vis-à-vis de Paris n'avait pas particulièrement changé ces derniers mois. Comment expliquer ce revirement? Qui veut prendre la parole en premier? Sadio, peut-être. Vous vous renvoyez la balle, mais il faut bien que quelqu'un intervienne, Théophile. Alors, je pense que une hirondelle ne fait pas le printemps. Ce n'est pas parce que le Mali a libéré cet agent français que tout va bien entre la France et le Mali. De toute façon, il était évident qu'à un moment donné, il serait libéré. Ce genre de prisonnier ne fait pas toute sa peine. Ce sont des outils diplomatiques, des outils de pression et des outils de négociation et de récompense également. Donc, il était évident qu'à un moment donné, il serait libéré. On a entendu parler également de plusieurs militaires maliens qui ont été libérés par les FLA. Donc, certains mettent en relation les deux faits, d'autres le dénient. Mais une chose est certaine, ce sont des instruments de négociation, ce genre de prisonniers qui sont finalement encombrants, parce que Yann Vézilier, il est vieux, s'il mourait au Mali, ça allait être vraiment un gros problème. Donc, il faut à un moment donné le libérer. En tout cas, les apparences ont été sauvegardées puisqu'il y a eu un procès. Le communiqué insiste sur le fait que, suite à un procès contradictoire, il était considéré comme coupable. Et désormais, le Mali ne donne pas l'impression donc d'avoir fauté en l'arrêtant, mais donne l'impression d'avoir étendu sa grâce sur une personne pour des raisons humanitaires, pour des raisons diplomatiques aussi apparemment. Voilà, donc cela ne signifie pas forcément que les relations sont au plus beau fixe avec la France, mais d'une certaine manière, ça signifie que Bamako, et je pense que tous les pays de l'AES vont désormais évoluer dans leur manière d'appréhender les relations avec, pas la France seulement, mais les diplomaties autour et aussi même le rapport avec Moscou. Je pense qu'il y aura désormais une sorte de multilatéralisme, enfin peut-être pas de multilatéralisme, mais de multipartenariat. Et d'autres puissances vont être, sinon courtisées, du moins mises dans l'équation. Et ces pays vont essayer de rechercher plus de respectabilité internationale. Peut-être considèrent que désormais les planètes sont alignées pour mieux faire entendre leur combat. Et donc forcer d'une certaine manière la France à rejoindre le consensus qui pourrait désormais s'établir autour du fait que le terrorisme international qui menace le Mali est une menace plus grande que les pouvoirs qui se trouvent à Bamako, à Ouaga et à Niamey. Je pense que c'est vers cela qu'on s'achemine. Sadio Morel Kanté, on a assisté à une accélération du calendrier judiciaire ces derniers mois, cette condamnation à 20 ans de réclusion criminelle visant Yann Vézilier, et immédiatement suivi, donc, alors immédiatement, quelques semaines, à peine 2-3 mois plus tard, par cette grâce présidentielle. Est-ce que c'est la preuve que l'institution judiciaire malienne a été peut-être utilisée comme levier finalement de négociation diplomatique? Oui, mais parce que ce monsieur, le Vélizier, a toujours été cet agent qui travaillait avec les services de renseignement du Mali.
Et un jour, en sortant de la boulangerie... Les services français, tu veux dire? Oui, et les services français, il était dans l'encadrement des renseignements maliens. C'était son rôle. Donc, ils ont toujours travaillé en collaboration. Jusqu'à ce qu'en sortant d'une boulangerie, on l'appréhende pour le présenter comme étant un espion français venu déstabiliser. Ça n'est pas contesté qu'il soit un agent de la DGSE, si? C'est un agent de la DGSE, Oui. mais qui travaillait en collaboration. C'était sa mission, de travailler avec les services secrets maliens. C'était ça sa mission officielle. Alors, tout d'un coup, on l'appréhende et on le dit avec Nema Sandaré et Abbas qui ont été arrêtés, mais pas jugés, à l'instar de Yann Vélizier. Et ni Abbas non plus n'ont pas été jugés. Alors, donc, jusqu'à présent, on se pose des questions, mais pour un anti-France assumé, qui libère un Français, alors que c'est justement ce combat contre la France qui a fait sa popularité, et qui a redonné aux Maliens leur fierté, ceux qui ont adhéré à... J'avoue que depuis hier, ça porte un coup, une incompréhension que beaucoup de Maliens et d'Africains ne comprennent pas, ce revirement-là. Parce que d'habitude, ce que nous savons, c'est que quand un Français est jugé à l'extérieur, ensuite, il va purger sa peine dans son pays. C'est les conventions signées entre la France et les pays. Ça c'est des choses qui se passent habituellement. Mais là, il a été gracié. Ensuite, on lui demande de quitter. C'est tout ce que la France souhaite, je pense. Donc, il n'y a rien. Mais c'est comme au moment où ça se fait, on libère également 35 Mauritaniens qui étaient présentés comme des terroristes et qui disent avoir été torturés. Ça se passe également au moment où, avec toute la joute verbale qu'il y a eu entre le Mali envers l'Algérie et les ripostes de l'Algérie, qu'il y a cet apaisement avec l'Algérie aussi, que la Côte d'Ivoire, ça semble aller aussi. Alors, ce qui veut dire que les dernières phrases de Théophile, je les comprends, mais c'est ce qu'il y avait et qui faisait qu'il ne fallait pas se couper, aller en clash avec tout le monde pour retricoter. On a détricoté pour retricoter de cette manière-là. C'est la réelle politique peut-être des négociations qui ne sont pas connues du public. Oui, mais quel qu'en soit. C'est-à-dire la ligne empruntée par le Mali, c'était d'être virulent envers tout le monde. Il n'y avait pas de... Même là, dans ma dernière émission, j'en parlais, je disais que Diop aurait pu, avec les États-Unis, aller en diplomatie souterraine. Mais ils avaient choisi leur ligne, c'était de tout exposer et de façon véhémente. Donc, on arrivait, c'est-à-dire, on est en droit de se dire tout ça, pour ça. Et quel est aujourd'hui l'état d'esprit du Malien qui se disait, on nous a vendu une souveraineté qui faisait qu'on se détache de la France, qui nous a fait du mal, qui est venu s'embourber dans notre pays militairement, dans la lutte contre le djihadisme, qu'on a accusé aussi d'avoir alimenté ce terrorisme-là, qui était responsable, qui a pillé, soi-disant, de l'or, alors que la France n'est pas dans aucun contrat minier au Mali, et qu'on disait aussi que sans avoir de pipeline, qu'ils siphonnaient le pétrole malien, je ne sais pas par quelle magie, alors qu'il y a moult investisseurs de moins 8 pays, qui sont 15 entreprises au moins, qui sont dans l'exploration du pétrole malien. Mais on a fait croire beaucoup de choses, non, je finis, qui ont fait que le Malien a cru, avec aussi cette propagande entretenue, parce que même avec l'Algérie, on a vu tout de suite après comment ils ont lâché sur les réseaux sociaux leurs narrateurs pour dire que non, c'est l'Algérie qui a ramé. À ce sujet, c'est toujours des deux côtés. Bon. Et sans remettre en question, Théophile, sans remettre en question la prédation impérialiste, parce qu'on ne peut légitimement pas remettre en question que les États occidentaux qui étaient présents au Sahel l'étaient aussi pour des intérêts Mais moi, je voudrais, quand on dit ça, j'aimerais qu'on me donne les preuves de la prédation. Vous savez, nous sommes sur un continent qu'on appelle l'Europe, avec la loi de la concurrence. Ça veut dire que même le jeune Thaïlandais qui est payé moins de 3 € par jour, la société, l'entreprise qui le fait est épinglée. Ne nous éloignons pas du sujet. Non, je ne m'éloigne pas, je veux que ça soit clair. Donc je ne vois pas comment quelqu'un peut aller s'accaparer à moins cher
quelque chose et venir le vendre au même prix que le Suisse qu'il a acheté. On y reviendra, Théophile. Ça, c'est un peu la règle de la mondialisation. Les vêtements que nous portons sont fabriqués très peu cher dans des pays du tiers-monde et vendus ici pour permettre aux capitalistes de faire des grandes marges. C'est la loi. Le commerce international, ce n'est pas une soirée de gala, c'est une guerre. Et dans cette guerre, tous les coûts sont permis. Si tu peux acheter moins cher, tu achètes moins cher. Mais ils sont épinglés, c'est ce que je veux dire. Quand l'Europe met la main dessus, ils sont épinglés. Aujourd'hui même, Sadio, le pétrole du Congo ou du Gabon n'est pas acheté au même prix que le pétrole de l'Arabie Saoudite ou du Qatar, je veux dire. Ce n'est pas le même prix parce que les autres transforment. Non. Ils raffinent chez eux. Non. Au-delà même. Non. Ça, c'est des questions qu'il ne faut même pas. Parce que les autres raffinent. Ils ont du 80 sur 20. On ne parle pas en même temps. Les rapports de force internationaux, politiques et géopolitiques déterminent les prix. Le capitalisme n'est pas une sorte de science pure qui naît dans un environnement de laboratoire. Non, c'est pas vrai. Et donc, puis l'histoire récente. Le pétrole congolais est gagé sur 30 ans, 40 ans. Éloignons-nous un peu. Non. Ne nous éloignons pas du sujet. Ce que je veux juste dire, c'est que les relations internationales ne sont pas une soirée de gala. Et quand on évoque le Mali qui s'est donc attaqué à la France, les pays de l'AES ne sont pas devenus des pays de l'AES pour rien. On a très bien vu les dynamiques qui ont été en cours. Le fait qu'il y a eu du terrorisme au Mali, qui est directement lié à l'action de la France en Libye. On a vu que les Maliens ont accueilli les Français avec des boubous bleu, blanc, rouge avant de se rendre compte que pour la France, il n'était pas question de leur restituer Kidal, que ça a boosté le nationalisme malien, que la France est venue avec beaucoup d'espoir mais n'a pas réussi à elle s'est enlisée, elle n'a pas réussi à respecter ce qu'elle donnait l'impression d'avoir promis. Et donc tout cela a réveillé au sein de ce peuple la mémoire du néocolonialisme violent. Il est mort, en fait. Je veux dire, le chemin de la France en Afrique est pavé de morts. Et donc forcément, ça veut dire qu'il y a une dynamique. D'un côté, vous avez les Maliens, d'un autre côté, vous avez les Français. Il y a une hostilité virulente de la France à ces régimes de l'AES qui a amené donc justement à créer même l'AES. Il y a eu un deux poids deux mesures, les bons putschistes, les mauvais putschistes. Il y a même quand il y a eu les attaques massives du JLIM et des FLA, la communication en France était assez particulière. C'est en France que les gens du FLA, le porte-parole du FLA à partir de la France qui le parlait, ça a une signification politique. Ça veut dire qu'il y a des dynamiques. Et je pense qu'aujourd'hui, les héros sont fatigués. Côté malien, on a réussi à résister parce que quand, lors de la dernière attaque du JLIM et du FLA, avec la mort du ministre de la Défense, beaucoup de personnes pensaient que ça en serait terminé et qu'il y aurait un autre régime. Les pouvoirs qui ont misé sur le changement de régime au Mali voient que ce changement de régime n'arrive pas, mais que le chaos s'étend et pourrait s'étendre aussi dans les pays qui sont leur place forte. Et du côté malien, on voit aussi que même si on résiste, on ne peut pas seulement se contenter de l'aide de la Russie, qui elle-même a ses limites. On voit par exemple que les pays qui sont fournis en pétrole par la Russie, comme le Burkina, je crois, ont des problèmes. Et donc forcément, après que chacun ait montré ses muscles, après que chacun ait montré sa capacité de nuisance, il s'ouvre un couloir de négociation. Peut-être qu'il va se refermer, mais pour l'instant, il s'ouvre un couloir de négociation et chacun essaye d'en tirer le maximum. Je pense qu'il ne faut pas être... Pour faire un petit peu le relais de Sadio, c'est une question aussi de cohérence, parce qu'effectivement, l'opinion malienne a été habituée à cette rhétorique du souverainisme, du refus de l'ingérence. Et aujourd'hui, elle observe que les autorités pardonnent à un officier de la DGSE accusé d'atteinte à la sécurité nationale. Ça peut être mal perçu, non? Est-ce que Assimi Goïta ne prend pas le risque de ça peut être mal perçu. C'est pour ça que le pouvoir d'Assimi Goïta communique sur ce que le Mali a également obtenu. Mais je ne pense pas que cet homme-là soit la contradiction principale entre Paris et Bamako. Hein. Je veux dire, c'est pas ça le principal problème. C'est un détail, cet homme. D'un côté, surtout côté malien, c'est un détail. Je ne pense pas que ça va créer une sorte de rage de la base populaire d'Assimi Goïta. Non, je pense pas. Sadio? Alors, quand on revient, par exemple, sur
le fait que Kidal n'a pas, les Français n'ont rien fait pour que Kidal. Je vais vous dire qu'il y a eu plusieurs acteurs pour arriver à l'accord d'Alger, ce qui a fait que les rebelles gardaient leur position et qu'on appelait le Mali le pouvoir central de Bamako, c'est ce qu'on disait, et l'armée reconstituée justement parce que les 4000 hommes armés de l'Azawad étaient injectés. Il n'en restait que 375 quand Assimi a décidé de rompre l'accord d'Alger, alors que l'article 67 de cet accord disait que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on se remet ensemble pour améliorer cet accord-là, ce qui n'a pas été fait. Donc, ça veut dire qu'il y avait, c'était comme une zone tampon chez chacun et sur ses positions, jusqu'à ce qu'on finalise l'accord pour aller à cette espèce d'entente qui était définie dans cet accord-là. Voilà ce qui s'est passé. D'accord, mais sur cette, pour recentrer le débat, sur cette libération, Oui. est-ce qu'on peut voir ça autrement que comme une forme de reddition? Non, c'est-à-dire... Parce que, effectivement, dans les affaires d'espionnage et des affaires de grâce présidentielle notamment, il n'y a jamais de cadeau, Sadio, sans contrepartie. Non. C'est-à-dire, moi, je crois que le Mali a compris qu'à un moment, on ne peut pas montrer que des muscles. C'est logique, c'est pragmatique. Donc, c'est de la réelle politique. C'est de la réelle politique. Ce n'est pas un affaiblissement du régime. Non, c'est l'affaiblissement aussi du régime. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a vu ce qui s'est passé le 25 avril, que c'est le ministre de la Défense et le cœur, la centrale, l'intelligentsia militaire malien qui est touché. Et le pouvoir a tenu. Non, qu'il tienne ou pas, c'est pas parce qu'il y a des hommes accrochés au sommet que le pays tient. On parle en termes de pays. Ça veut dire que, comment on appelle, le même jour, ces 4 villes qui ont été 4 casernes dans différentes régions qui ont été attaquées. Et dont la reprise de Kidal qui a été l'objet de fierté et de sentiment de retour à la maliennité pleinement, là, et la souveraineté assumée, affirmée, acquis par Assimi, qui s'effondre. Donc, ce qu'on constate également... Non, mais je commence à faire parler. Mais vas-y. Ce qu'on constate aussi, c'est que c'est à chaque fois que le Mali a le couteau sur la gorge qu'il signe des accords. L'accord de Tamarasek 7, sous Moussa Traoré en 91, répondait au même principe. C'est-à-dire le gouvernement, l'État, se retrouve avec moins que les autres. L'accord de Ouagadougou, avant l'accord d'Alger, c'était pareil. C'est quand l'État est affaibli qu'ils veulent aller au dénouement des choses. Or là, que ce soit diplomatiquement, socialement, est-ce qu'il y a quelque chose qui casse et que Assimi avait jusqu'à présent essayé de maintenir à coup de... Et puis qu'on se rende compte qu'après tout ça, le taux de croissance du Mali n'a pas dépassé celui du Sénégal, celui de la Côte d'Ivoire. On ne s'attendait pas à ce que ce soit le cas tout de suite. Le Mali est un pays en guerre, contrairement à la Côte d'Ivoire et au Sénégal. C'est justement par rapport au fait qu'on était en guerre, justement, qu'il fallait faire attention et savoir comment, est-ce qu'on était obligé d'être virulent? Parce que lorsqu'on dit que la France a cherché le Mali, je rappelle qu'il y a eu au départ les accords, la Convention de Genève sur le non, pour ne pas utiliser les mercenaires. Et la France a dit, tant que vous utilisez les mercenaires, moi je ne reste pas. Et de fil en aiguille... Alors ça dit, on va voir si la France ne reste pas au Congo alors que ça a utilisé Africa Corps. Oui, c'est-à-dire, c'est justement pour ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire les États, il n'y a pas de règle qui disent qu'un État qui fait ce qu'il veut sur son territoire est obligé d'être en malaise avec un autre État. Ça c'est pas vrai. Mais maintenant, quand il y a d'autres implications et qu'il y a un qui est en posture d'en découdre avec l'autre, ça crée des tensions. C'est ce qui est arrivé avec le cas du Mali. Est-ce que tu vois? Et quand la France disait que je pars, c'était l'armée française qui est investie en tant que Barkhane. Ce n'était pas la France diplomatique ou la France culturelle ou quoi que ce soit. Soyons bien clairs. Il s'agissait de ça, qu'ils n'allaient pas combattre avec les illégaux sur le même terrain. Voilà ce qui s'était passé. On sait très bien que la France était à un moment donné aux côtés d'une faction libyenne qui était avec Wagner.
Donc, je veux dire, il y a Il y a même pas des de mercenaires, il y a des vérité sociétés absolue. de mercenariat françaises au Congo, en RDC. Donc, bon. Alors, j'aimerais qu'on progresse dans la discussion. Alors, ni la CEDEAO ni l'Union africaine, évidemment, n'ont osé toucher à ce dossier très sensible vézilier. C'est la diplomatie marocaine, selon Jeune Afrique, qui se serait intéressée à ce cas. Théophile, que cherche à obtenir Rabat en s'imposant comme ça, comme le pont très discret, le pont invisible entre l'AES, entre le Mali et les capitales occidentales? Et est-ce une manière pour le Royaume d'asseoir en quelque sorte son leadership stratégique? Alors, le Maroc lui-même crie victoire à travers ses médias, notamment le 360 et d'autres médias le 360 par exemple, qui parle d'une nouvelle illustration de l'efficacité de la discrétion de la diplomatie marocaine dans les crises sahéliennes, qui rappelle que déjà avec le Burkina Faso, il y a des choses qui s'étaient débloquées grâce au Maroc. Le Maroc veut exister en Afrique de l'Ouest. Le Maroc veut aussi profiter a eu l'intention en tout cas de profiter de la brouille entre Bamako et Alger pour faire avancer ses pions. Le Maroc est déjà une puissance parce que, économique. il y a un rapprochement. Voilà, le Maroc qui était une puissance économique veut aussi être une puissance diplomatique en Afrique de l'Ouest, d'autant plus que voilà, il a des ambitions géostratégiques importantes et il veut aussi profiter de l'affaiblissement de la France pour être finalement le trait d'union, non seulement entre la France et l'Afrique de l'Ouest, mais aussi entre les États-Unis et l'Afrique de l'Ouest, voire entre Israël et l'Afrique de l'Ouest. Donc, si le Maroc peut dire à tous ces pays, écoutez, ce sont mes banques qui s'y trouvent, mais c'est aussi ma diplomatie qui peut y débloquer des choses, ben, c'est tout bénef pour le Royaume du Maroc. Le but, c'est aussi, quelque part, de répondre au rapprochement qu'il y a eu entre Alger et Bamako, Oui, Sadio? il y a ça, mais vous allez voir un peu plus en amont que ce que Modibo Keïta avait refusé de s'impliquer, de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Polisario, la junte malienne l'a fait. Donc, ça date d'un peu plus longtemps, ce rapprochement, et que, qu'on le veuille ou non, le Maroc se substitue à beaucoup d'institutions panafricanistes en Afrique. C'est-à-dire, il y a des comptoirs un peu partout, rien que par Royal Air Maroc, par la vente des dérivés des produits du pétrole sur le continent, des boissons, et il y a tout pour avoir des compteurs et finalement avoir des devises, comme on dit, qui a le CFA, qui a les devises, le dirham étant ce qu'il est. Donc le Maroc en profite et devient une force économique incontournable pour l'Afrique, alors que nos États aussi auraient pu avoir la même force. Mais à propos de médiateurs, il y a des sources aussi qui disent que Sassou Nguesso aussi a impacté dans ce dégel avec la libération de Bélizier, le Français qui est rentré. Maintenant, c'est-à-dire, moi qui ai suivi depuis le départ, la posture du Mali et l'engouement qu'on est parvenu à mettre dans la tête des Maliens, c'est qu'est-ce que cette masse qui avait donné sa légitimité à Assimi va devenir. Parce que le coup, je pense que est à la mesure. Il suffit d'aller voir les réseaux sociaux, les réactions, pour comprendre que les Maliens ne comprennent pas qu'il y ait eu ça. Et surtout qu'il n'y a pas eu de débat, c'est un communiqué qui tombe un matin. Et ils se sentent comme assommés, alors que Kidal a été repris par le JNIM et les Zawadiens, alors que beaucoup de localités sont encore sous emprise, sous blocus djihadiste, alors que les denrées, imaginez le Mali qui vendait son kilo de viande de bœuf à moins de 1500, on arrive maintenant à jusqu'à 5000 contre moins de 2000 en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait, Sadio, que les autorités maliennes soient toujours dans l'hostilité, toujours belliqueuses vis-à-vis de Paris? Non. Donc, vous saluez cette décision? Non. C'est ce qu'on leur avait recommandé depuis le départ, que le tout militaire n'est pas la voie à suivre. On est un pays enclavé. Un pays enclavé rend beaucoup plus riches les voisins que le contraire. C'est-à-dire, il acquiert des choses. Mais vous voyez, par exemple, le Mali est le premier partenaire direct privé du Sénégal, là où la France est 11e. Le Burkina est le premier partenaire investisseur privé
de la Côte d'Ivoire, là où la France était 6e, devenue 7e parce que la Turquie l'a délogé de là. Vous comprenez comment ces pays-là font rentrer de l'argent dans les trésors des pays voisins et se retrouver enclavés avec... vous savez, quand je voyais tous ces efforts faits par la CEDEAO, de tenter de les faire revenir dans le giron, sans y pouvoir, et eux, ils prenaient ça pour la faiblesse de la CEDEAO, alors que c'est comme un jeu de puzzle, dès qu'il en manque un, en matière de sécurité, on ne tiendra pas, parce qu'il faut bien qu'il y ait une coopération entre voisins pour qu'on puisse passer d'un territoire à l'autre pour traquer le mal. Donc, moi, je sais pas, lorsqu'il y a 6 ans, Assimi venait au pouvoir, il y avait déjà la lutte contre le terrorisme. Mais regardez les chiffres aujourd'hui. Vous avez à peu près 5 700 000 personnes à risque en dégénérescence de vie, tout simplement. Les déplacés qui sont dans les pays voisins, et la Mauritanie, et tout ce qui se déplacés internes, en termes de déplacés internes et extraits, ça ne se chiffre pas. Et dans un pays où les cultures sont brûlées par les djihadistes lorsqu'ils arrivent à terme, vous comprenez dans quoi on s'est retrouvé. Et on va poursuivre pour parler du point de vue de Paris. Est-ce que le dénouement de cette affaire marque peut-être l'avènement d'une nouvelle relation, de nouveaux rapports entre Paris et Bamako? On sait donc qu'il y a cette élection présidentielle à venir l'année prochaine qui va probablement avoir un changement de pouvoir, un changement peut-être même radical de positionnement si ce n'est pas le bloc central plutôt va-t-en-guerre, plutôt hostile à ce pouvoir qui l'emporte en France. Si on a soit Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen qui venaient à être élus, il y aurait un changement de braquet. Est-ce que c'est vers cela qu'on s'oriente? Alors, bon, c'est un peu loin, mais je vais répondre à cette question, mais je pense qu'on n'a pas évoqué ce que Bamako gagne à faire une fleur à Rabat. Parce que si Bamako, et à Paris, sans citer le Maroc, montre bien que c'est pour lui que ce geste a été fait, c'est parce que le Mali a compris que la communauté internationale, en tout cas la communauté occidentale, n'est plus tout à fait en droite ligne avec Paris sur ce dossier de l'AES du Sahel. Donc le Maroc est un pays qui a un réseau de relations très riche, comme je l'ai dit, avec la France, mais aussi avec les États-Unis, avec Israël, avec les pays arabes, comme les Émirats arabes unis, dont le rôle aujourd'hui en Afrique peut être extrêmement néfaste. Ils peuvent utiliser le Maroc pour renforcer les liens avec les États-Unis notamment. Aujourd'hui, les États-Unis ont annoncé il y a quelques semaines qu'ils allaient peut-être bombarder les... Non, ils n'ont pas annoncé, c'est un média qui l'a dit, sans qu'on sache. Le New York Times a dit que les États-Unis... Mais les États-Unis, ils sont déjà avec le projet Pan-Sahel. Hein? Oui, le New York Times a donc dit que les États-Unis envisageaient, disons, de s'attaquer aux rebelles du JNIM sur la même modalité qu'ils ont attaqué un mouvement islamiste au Nigeria. Les djihadistes, des terroristes du JNIM. Les terroristes. On parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Donc, ce qui signifie rapidement, que les États-Unis n'ont plus du tout la même lecture que la France sur le Sahel. Et on a bien vu aussi que Israël commence à entrer dans cette affaire. On voit qu'Israël est aussi en train d'encourager le Maroc à être hostile à l'Espagne. Donc on voit une sorte de redéploiement international où il y a une sorte de subdivision occidentale. Et le Mali peut se dire, bon, l'ancien bloc est en train de scissionner, peut-être qu'il faut non seulement continuer d'avoir des relations avec la Russie, mais également essayer de nous rabibocher avec de nombreux pays qui peuvent nous permettre d'isoler une France qui, de toute façon, avec les élections, sera hors jeu jusque la moitié de 2027. Le mot de la fin, Sadio? Oui, c'est-à-dire ce qu'on voit aussi, qui est dommage, c'est que le Niger fait ami avec l'Alger alors que Bamako ne s'entendait pas avec Alger. Le Mali libère ce prisonnier français alors que le Burkina rappelle ses diplomates. Il faut qu'ils se réalignent. Et autant politiquement, on peut comprendre, diplomatiquement, on peut comprendre que
le Burkina puisse se rapprocher d'Israël, mais populairement, socialement, dans le schéma mental de cette partie de l'Afrique où l'islam, les musulmans comprennent, pas bibliquement, mais de la manière dont on leur a dit que le juif est. Donc il y a cet antisionisme qui existe. Je ne sais pas si beaucoup verront avec un bon œil les soutiens d'Assimi et des présidents de ces gens-là, de ces pays-là, verront de bon œil que ils se sont rapprochés d'Israël. Ça aussi, ça va être un autre débat, et je pense. Là, je suis quand même d'accord. Je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que l'État d'Israël est un ami de l'Afrique. Et ce qui a vraiment manqué dans la question de la gestion de la crise au Sahel, c'est l'Afrique, l'Union africaine, les forces propres de l'Afrique, la capacité de l'Afrique à assurer sa sécurité intérieure. Et le fait de se transformer en carrefour des influences internationales, ça peut isoler l'ancienne puissance coloniale, mais ça renvoie toujours les pays africains à leur faiblesse. Merci Sadio, merci Théophile pour cet échange. En Côte d'Ivoire, peut-on encore tout dire sans risquer de se retrouver entre les mains de la justice? Et surtout, cette liberté d'expression vaut-elle de la même manière pour tout le monde? La question ressurgit après l'interpellation de Guessant Kofi Aimé, qui se présente comme le prophète Aimé Kofi David Jérémie, quelques heures après la mort de l'ancien Comzone Martin Foffier-Kouakou. Le prédicateur avait tenu des propos pouvant être interprétés comme une manière de se réjouir de ce décès. On écoute. Tout à l'heure, quelqu'un m'a envoyé un message qu'il y a un chef commandant rebelle qui vient de mourir, du nom de Foffier. Du nom de Foffier. Il m'a envoyé, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Ça continue seulement. One by one. Colo, colo. Ce ministre du culte a donc été interpellé par des personnes encagoulées, selon ses proches, mais dans la nuit suivant son arrestation, il a été victime de douleurs à la poitrine, transféré à l'Institut de cardiologie d'Abidjan et finalement opéré en urgence du cœur. Des rumeurs circulent sur sa mort, mais elles sont démenties par le procureur de la République, Omar Brahman Koné. Dans la même séquence, le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, met en garde de manière vive les personnes qui voudraient s'oublier, je le cite, si on peut dire, donc, sur les réseaux sociaux. On l'écoute. Vous devez savoir que nous avons doublé le quantum de peine. Ça veut dire que quelqu'un qui commet un délit aujourd'hui à partir donc, du numérique, là où c'était 5 ans de prison, c'est passé à 10 ans. Là où c'était 5 millions d'amendes, c'est passé à 10 millions d'amendes. Donc la loi est là, elle existe. C'est une loi qui a été votée dans le cadre donc, de la réforme de la communication audiovisuelle. Donc je vous invite à avoir une attitude responsable sur les réseaux sociaux. Parce que notre pays s'est donné les moyens de traquer tous ceux qui commettent des actes délictueux sur les réseaux sociaux. Vous devez savoir, en résumé, que tout ce qui n'est pas permis dans le réel ne l'est pas dans le virtuel. Et nous avons les moyens d'aller vous chercher même dans votre lit. Ça se demande seulement beaucoup d'efforts à l'État. C'est pour cela que ce sont les crimes les plus graves que nous poursuivons. Et vous avez constaté qu'aucun crime grave ne s'est commis dans le pays sans qu'au bout d'1 ou 2 semaines, on retrouve les auteurs. Donc, l'État aujourd'hui, dans le pays du président Alassane Ouattara, s'il décide de concentrer son énergie sur vous, vous n'êtes pas anonyme. Parce qu'à chaque connexion, vous laissez des traces. Très bien. Et la direction de l'informatique des traces technologiques est là pour vous poursuivre. Alors, l'affaire de ce pasteur en rappelle d'autres, notamment l'affaire Ibrahim Zighi. Elle pose d'abord la question des méthodes employées lors des interpellations et des gardes à vue, mais elle soulève une autre question plus politique. Tous ceux qui tiennent des propos outranciers en Côte d'Ivoire finissent-ils tous entre les mains de la police après des interpellations spectaculaires chez eux? La répression de la parole politique, la parole publique est-elle à géométrie variable? Et puis derrière cette affaire se profile un sujet encore plus sensible, le retour du religieux dans les fractures politiques ivoiriennes. Car le messianisme, les prophéties, les discours religieux avaient déjà accompagné les affrontements de 2010-2011.
désormais, à chaque montée du mercure, ces discours donc ressurgissent. Cela n'est-il pas le signe d'un corps social malade et d'un pays plus déchiré qu'il n'en paraît? J'évoque ces questions, ces problématiques avec Théophile Kouamouo, journaliste pour Décrypter l'Afrique. Bonjour Théo, bonjour d'ailleurs. Bonjour Fabrice. Et avec nous, Roland Kouakou, communicant et analyste politique. Bonjour Roland. Bonjour Fabrice. Merci à tous les deux. Commençons par le commencement. Cette interpellation, Roland, est-ce qu'elle se justifiait sur le fond et sur la forme, l'interpellation de ce pasteur? Alors, sur la forme, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais sur le fond, j'ai envie de dire que ce pasteur-là, ça fait un petit moment qu'il ne cesse de faire des déclarations pour le moins, on va dire, ambiguës et parfois même provocantes. Vous avez fait passer une déclaration où il parle de la mort de Foffier, mais avant ça, il avait fait une autre déclaration en disant que le président Ouattara était à l'étranger et qu'il ne savait pas ce qui s'est passé en tout cas, mais que lui, il a fait un rêve et il a vu que les gens dansaient. Il ne savait pas si c'est parce que le président avait guéri ou... Donc voilà, j'ai envie de dire qu'à un moment donné, et on en parlera d'ailleurs parce que c'est vrai que aujourd'hui, il est évident qu'on ne peut pas tout dire en Côte d'Ivoire, mais je pense qu'il y a aussi une responsabilité de la part des uns et des autres quand on sait qu'on ne peut pas tout dire justement à faire en sorte qu'on ne tombe pas dans... Donc ce pasteur-là, ça fait un petit moment que dans ses, on va dire, dans ses prêches à l'église, dans ses présentations, il tient des propos pour le moins ambigus et qui, certes, on peut les mettre sous le point de la liberté d'expression, mais quand on est dans un pays comme la Côte d'Ivoire où on sait que justement le ministre a été clair, hein, quel que soit ce que vous dites, comme dans le réel, on ne peut pas très souvent manifester, donc le numérique reste l'espace d'expression par excellence et l'État s'est donné les moyens d'aller vous chercher. Donc, moi, je veux bien, comme d'habitude, qu'on critique justement parfois les méthodes qui sont employées dans ces cas d'arrestation-là parce que c'est à dénoncer. Mais j'ai envie de dire que ce pasteur-là, si je peux le dire comme ça, il a un peu quand même cherché. Faut l'avouer. Parce que ça fait un petit moment que ces déclarations sont pour le moins ambiguës. Et on a vu que plusieurs fois, on pensait même qu'ils allaient s'arrêter. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Une autre fois, il avait reçu la visite d'officiers de police en pleine prestation à l'église. On lui avait demandé de cesser de parler, il n'avait pas suivi. Bon, ça fait un petit moment, j'ai envie de dire qu'il s'échauffe un peu avec les forces de l'ordre et les autorités. Donc bon, finalement là... Mais est-ce que c'est à lui qu'il faut reprocher ça ou au climat de répression, justement? Oui, mais ce que je dis, ça revient au même sujet que Ziggy. Moi, je suis quelqu'un qui, je sais que les gens n'aiment pas trop dire ça dans les commentaires. On dit que j'encourage la dictature, mais moi, je suis pour un certain réalisme. C'est-à-dire, à partir du moment où vous savez que en Côte d'Ivoire, on ne peut pas tout dire, et surtout que les gens ont les moyens de justement venir vous arrêter, il faut faire l'effort de ne pas dire certaines choses. Et effectivement, on dira après que c'est à géométrie variable, parce que dans l'autre sens, on a même d'autres pasteurs qui tiennent des propos beaucoup plus outranciers qui ne sont pas arrêtés. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Moi, si j'étais à la place de ce monsieur-là, je ne chercherais pas en tout cas à recevoir la visite de ces fameux encagoulés. Théophile, d'accord avec cette analyse. Et puis, où place-t-on finalement aujourd'hui la frontière en Côte d'Ivoire entre ce qui peut être considéré comme des propos choquants, une provocation, une opinion politique? Un pasteur est libre d'avoir une opinion politique comme tout individu, tout citoyen, et un propos donc qui relève du pénal. Quelle est la différence aujourd'hui en Côte d'Ivoire? On a l'impression que ça devient... Alors, moi, je pense que la liberté doit prévaloir en dehors des cas où elle produit des troubles à l'ordre public. Et de facto, les prêches de ce pasteur ne produisent pas pour l'instant de troubles à l'ordre public. Et je pense même que mais on y reviendra, cette tendance de plus en plus confirmée et persistante au prophétisme, au messianisme à l'intérieur des églises, d'une certaine manière, rend service au pouvoir de Alassane Ouattara parce que c'est un des ressorts du retrait civique que l'on observe dans le large pan de la population, les soutiens historiques de ce qu'on appelait LMP, puis PPACI, c'est-à-dire des gens qui espèrent que finalement ils sont dans un mauvais rêve et que la justice va prévaloir parce que des événements extraordinaires vont entraîner le départ d'Alassane Ouattara. Je pense qu'il faudra vraiment qu'on y entre dans la bataille des imaginaires. C'est-à-dire qu'en 2010-2011, il y a et même avant cela, depuis les années 2000, depuis la transition militaire avec Robert Guéhi, il y a une floraison de prophéties et même avant cela,
il y avait, pendant la lutte pour l'indépendance, il y avait Papa Nouveau, il y avait William Harris. La Côte d'Ivoire est un pays de prophétisme depuis, avant même sa naissance, c'est-à-dire depuis la période coloniale. Il y a eu des annonciateurs de libération, comme justement le pasteur Harris qui a formé l'église Harris, comme Papa Nouveau qui a créé l'église Papa Nouveau. Donc des personnes qui sont les pasteurs de l'indépendance, qui ont cheminé avec Houphouët-Boigny. Puis il y a eu un pasteur qui a été une figure marquante, qui a annoncé l'arrivée de Laurent Gbagbo au pouvoir. Et puis après ça, il y a eu la pasteurisation de la présidence, puis les prophéties. Dont le pasteur dont je parlais, c'est Kakou Sévérin, qui est mort après avoir justement annoncé l'arrivée au pouvoir de Gbagbo et la guerre. Et puis il y en a eu d'autres. Donc ça fait partie de la culture nationale. Et aujourd'hui, je pense que ça arrange plutôt le pouvoir, puisque les personnes se désintéressent de la réalité de la scène politique pour espérer que sur un autre terrain spirituel, des combats se mèneront et amèneront la victoire à leur... Cet affolement, Alors maintenant, est-ce que justement, ne montre pas que le pouvoir est arrangé. Sinon, pourquoi interpeller donc un pasteur? Est-ce que je pense qu'il y a deux choses. Ne pose de soucis que quand il vient du camp adverse? Il y a deux choses. Il y a le fait que ça les arrange, là ça les a arrangés lors de ces élections, parce que des pasteurs sont intervenus pour faire croire aux gens que la stratégie du boycott de l'élection était bonne, et on a vraiment des fois l'impression que quelqu'un leur souffle à l'oreille, mais bon, ça les a arrangés dans ce cas-là, ça a contribué au retrait civique, et je pense que c'est dans la stratégie du récit global que ça dérange. En fait, les gens du pouvoir en Côte d'Ivoire ne veulent plus qu'on parle de la rébellion, ne veulent plus qu'on parle de la manière dont ils ont pris le pouvoir, parce qu'en plus, elle rejaillit aussi sur la manière dont ils exercent le pouvoir, sur les pillages et les destructions qui partaient des comzones et qui sont aujourd'hui devenus une sorte de sport national. Donc, ils ont besoin d'un blanchiment et toujours rappeler les méfaits, les crimes des rebelles. Et surtout, la troisième chose, c'est l'insécurité anthropologique, c'est-à-dire le fait de dire Alassane Ouattara est mortel, Alassane Ouattara va mourir, étant donné que lui-même n'est pas dans la meilleure santé, vu qu'il a 82 ans, ça crée une insécurité anthropologique, peut-être pas chez lui, mais chez ses supporters, parce que ce pays arrive à un stade de tension contenue qui est tel que si effectivement quelque chose qui est dans l'ordre logique des choses arrive, ça peut ramener ce pays à la réalité de sa non-réconciliation, à la réalité de ses fractures, et ça peut amener les gens qui sont les rois aujourd'hui à l'insécurité. Et c'est pour ça que il y a une forte potentialité subversive dans le fait de dire, même si cela ne se réalise pas, Alassane Ouattara va mourir demain, une autre personne va mourir après-demain. Je pense que ce sont ces différents aspects-là qu'il faut analyser. Alors maintenant, est-ce que c'est bien d'arrêter? Je dirais non, parce que la liberté doit prévaloir, et surtout, si la loi est impersonnelle, elle doit s'appliquer à tous. Et on voit que le même type de discours prévaut dans l'autre camp sans pour autant que rien ne se passe. On pense notamment au pasteur Makosso, enfin je ne sais pas si c'est un pasteur, en tout cas un influenceur qui utilise la Bible comme fondement rhétorique des fois. En fait, il dit des choses très très graves, mais rien ne lui arrive jamais. On a même vu que ce pasteur a perdu sa femme dans des circonstances très troubles, et que les enquêtes ne sont pas allées très loin, il n'a pas été mis en garde à vue. Il multiplie les provocations vis-à-vis des pays étrangers, et rien ne se passe non plus. Parce que lui, c'est le pasteur, justement, qui a fabriqué donc une sorte de contre-feu au pasteur, entre guillemets, de la refondation de Gbagbo, si on peut dire, en sortant de prison, parce qu'il était en prison pour escroquerie, et il s'est évadé de prison, et puis il a créé une sorte de coalition des évangéliques un peu, pour qu'il n'avait aucune forme de légitimité, et donc il a servi de viatique évangélique à Alassane Ouattara. Alors Roland, est-ce que ce qui interpelle également, c'est la méthode, c'est la manière dont il aurait été arrêté? Selon ses proches, des hommes encagoulés sont venus le chercher. Pourquoi faut-il employer des méthodes aussi
brutale, aussi mystérieuse pour interpeller un prédicateur à cause de propos tenus en public? Alors, c'est l'incompréhension que j'ai justement sur toutes ces méthodes-là, parce que comme le ministre lui dit, on a les moyens de venir vous chercher. Donc, à première vue, si vous avez les moyens d'aller chercher tout le monde et que si le pasteur ne s'enfuit pas, mais je pense que cette façon d'arrêter les gens a pour but d'intimider le reste de la population, une façon de dire que non seulement on peut vous arrêter, mais on peut vous arrêter de cette manière-là. Et je note aussi qu'on parle du fait qu'il a eu des problèmes de santé. On a eu le cas récemment pour Assalé Timoko qui a été en audition à la préfecture de police et qui s'est retrouvé à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Donc, ça devient quand même inquiétant que la plupart des gens qui sont arrêtés, tout d'un coup, se retrouvent subitement à l'Institut de cardiologie. C'est des méthodes pour moi qui ne sont pas clairement, qui ne relèvent pas de l'état de droit. Alors, j'ai vu qu'il y a un avocat, Maître Dadje, qui a fait une publication pour expliquer que le mandat de perquisition n'existait pas dans la loi ivoirienne. Donc, en fait, on n'a pas besoin de l'accord d'un juge pour aller arrêter quelqu'un. À voir, mais dans tous les cas, les méthodes restent quand même problématiques parce que en Côte d'Ivoire, on sait que oui, effectivement, l'État a les moyens d'arrêter tout citoyen qui aurait commis des infractions, des délits, mais il n'y a pas besoin d'employer ces méthodes-là, d'autant plus que ça se termine toujours de la même façon. Et je pense que vraiment, c'est pour intimider les gens parce qu'aujourd'hui, clairement, quand on entend qu'on vous arrêtez, vous finissez à l'Institut de cardiologie, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aimeraient se retrouver dans la situation. Donc, c'est clairement pour moi une façon d'intimider parce que de toute façon, s'il s'agit d'arrêter les gens, l'État a déjà les moyens de le faire sans violence et surtout sans que ces individus-là ne soient brutalisés. Et je note aussi que le procureur ne dit pas dans son communiqué les raisons pour lesquelles il a été arrêté. On dit qu'il a été interpellé à la suite d'enquêtes qui ont été ouvertes à son encontre, lesquelles, sur quelle infraction, on ne sait pas encore. Théophile, il y a des rumeurs donc, qui circulent sur sa soi-disant mort. Ce n'est évidemment pas encore fondé ni confirmé. On peut penser que c'est faux. Sans établir de lien de causalité, en tout cas, que nous pouvons démontrer. Est-ce que cette séquence ne pose pas malgré tout la question des conditions dans lesquelles sont conduites certaines interpellations et certaines gardes à vue, comme le signalait Roland? Le communiqué du procureur confirme cette interpellation. Les douleurs thoraciques, le transfert à l'Institut de cardiologie et l'intervention chirurgicale, même s'il attribue l'opération à une artère bouchée. Est-ce qu'après la mort de l'activiste burkinabé Alino Fasso, entre les mains de ces autorités, de ces forces de l'ordre ivoiriennes, il ne faut pas poser ouvertement la question d'éventuels mauvais traitements, pour ne pas dire des mots encore plus forts? Oui, on va se garder de dire des mots plus forts. On va juste en référer à de nombreuses enquêtes internationales, notamment des enquêtes onusiennes qui évoquent la torture en Côte d'Ivoire. Des méthodes de torture. On se rappelle que lors des événements préélectoraux de 2025, il y a même Laurent Gbagbo qui avait évoqué l'existence de la torture qu'avaient subi ces militants et avait parlé d'un blanc barbu, enfin bref, des choses qui devraient nous interpeller. Je pense que c'est de la responsabilité de la société civile ivoirienne et même des religieux, des corps intermédiaires, de dire que trop c'est trop. On ne peut pas en arriver là. En plus, comment se fait-il que c'est justement au moment où vous êtes interpellé que votre artère se bouche par miracle et qu'on est obligé de vous opérer du cœur? C'est extrêmement grave. Et en plus, on dit que son état est stable. Ça veut dire quoi, stable? Est-ce que sa famille a le droit de le voir? Est-ce qu'on peut expliquer exactement ce qui s'est passé? Justement, si Alino Fasso n'était pas mort dans ces commissariats ivoiriens, on pouvait penser que, bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Mais il y a beaucoup trop d'éléments qui montrent que ce pouvoir gouverne par la terreur désormais. Enfin, je ne sais pas si c'est désormais. Il est né dans la terreur quand même, ce pouvoir. En 2011, on a vu, à un moment donné, il y avait une sorte de pornographie de la violence et de la torture où les FRCI filmaient leurs méfaits. On se rappelle notamment qu'ils ont filmé Michel Gbagbo en train de faire des pompes. Ils ont filmé Jean-Jacques Béchiot en train de se faire casser la gueule. Ils ont filmé Simone et Yves Gbagbo. Je veux dire, ce potentiel de barbarie qu'il y a dans ces forces de l'ordre, parce que ces FRCI sont quand même reversés dans l'armée, il faut pas faire semblant de ne pas le voir. Parce que, justement, c'est au moment
où la stabilité actuelle qui est construite autour du président Ouattara va vaciller, que tous ces démons vont revenir. Et donc, forcément, si on veut ne pas regarder, se cacher les yeux, se cacher les yeux avec la face, pardon, la face avec les yeux avec les mains, à un moment donné, on sera surpris. Est-ce que cette barbarie s'exprime aussi par le ton menaçant du ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, donc qui menace, qui dit de ne pas s'oublier sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que ces propos t'inspirent, Roland? Au moins, ça a le mérite de la clarté. Encore une fois, moi, je suis de l'école plutôt de la prudence en disant aux gens que j'ai dit la dernière fois sur ce plateau que l'un de mes anciens professeurs disait que quand on parle de politique, le plus important, c'est de protéger son corps physique. Donc, j'ai envie de dire que si vous devez vous retrouver en prison parce que vous avez fait un post sur Facebook ou bien vous avez dit que vous avez partagé un propos du pasteur Aimé David, ben, il ne faut pas le faire. Donc, moi, en tout cas, quand j'entends des déclarations comme ça de la part d'un ministre, c'est une mise en garde. Et j'ai envie de dire qu'au moins, ça a le mérite de la clarté. Mais clairement, on voit qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce qu'il faut bien noter, c'est que comme l'espace physique, c'est-à-dire l'espace réel, est complètement fermé, vous ne pouvez pas faire de manifestations, en tout cas pas dans l'opposition. On voit clairement que depuis ces dernières années-là, beaucoup de moyens ont été quand même déployés pour surveiller les réseaux sociaux. Une fois, j'ai fait remarquer que la Côte d'Ivoire est l'un des seuls pays qui n'a jamais coupé les réseaux sociaux. Et quelqu'un m'a dit, mais oui, ils n'ont pas besoin de couper justement parce qu'il y a les moyens de la surveillance. Et ces moyens de la surveillance, je pense que les citoyens ivoiriens eux-mêmes n'ont pas conscience de la capacité de surveillance que l'État a aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, le ministre même, à la limite, il est imprudent en disant cela parce que bon, voilà, peut-être qu'il évite aux autorités de peut-être arrêter d'autres personnes. Mais moi, j'ai envie de dire peut-être tant mieux que le ministre fasse cette déclaration-là. Et moi, j'appellerais franchement les gens qui nous écoutent à la prudence. Parce qu'il ne sert à rien d'aller à l'encontre d'un pouvoir qui a tous les moyens de justement vous mettre en difficulté. Et surtout, je ne souhaite à personne de se retrouver à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Théophile, on sent évidemment donc, cette obsession que tu évoquais de la crise, de la mémoire de la crise post-électorale. Pourquoi notamment la mort de Martin Foffier-Kouakou provoque-t-elle encore, 15 ans après cette crise post-électorale, des réactions aussi passionnelles? Alors bon, je vais y répondre, mais je voulais d'abord compléter ce que Roland a dit. Je trouve que c'est maladroit ce que le ministre a dit. Dans un pays où en fait l'air, l'eau, les sols sont pollués par le cyanure, par le mercure, par leur péage dit clandestin, que l'État dise qu'il voit tout et qu'il sait tout, et justement il ne fait rien contre ceux qui détruisent littéralement le pays, au-delà de gêner le président, bah, en fait ça montre quelque chose d'assez malsain. Ça veut dire que d'une certaine manière, il ne se donne pas les moyens de régler ces problèmes-là. Alors maintenant, effectivement, Foffier-Kouakou, comme je dis, c'est la mémoire nationale. Le pouvoir d'Alassane Ouattara a un problème avec la mémoire. Il a un problème avec comment il arrive au pouvoir. Il a un problème avec le fait d'évoquer la rébellion, son origine, ses crimes. Il a un problème avec le fait de parler des résultats des élections de 2010, des résultats des autres élections, de la manière dont c'est décompté. Il a un problème. Je veux dire, quel historien aujourd'hui pourrait, à Abidjan, faire sa thèse sur les résultats des élections de 2010? Aller à la CEI, qui va être détruite avec, j'en suis persuadé, toutes ces archives, aller là-bas pour regarder les PV des bureaux de vote. Est-ce que c'est un sujet dont on peut parler? Non. Alors ça montre quand même quelque part qu'il veut imposer un récit totalitaire, un récit c'est-à-dire qu'en fait, il ne veut laisser aucune place au récit alternatif. Et quand tu veux imposer un récit historique totalitaire, une narration totalitaire, c'est que c'est un projet totalitaire. Ça veut dire que tu n'as pas l'intention de quitter le pouvoir, ça veut dire que tu n'as pas l'intention de laisser tes opposants déployer leur propre narration. Aujourd'hui, il laisse par exemple Laurent Gbagbo parler, parce que Laurent Gbagbo est vieux, parce que Laurent Gbagbo est ancien président, et oui, parce qu'il n'est plus menaçant, mais je ne sais même pas si demain, ce que Gbagbo dit aujourd'hui, des gens pourront le dire sans être arrêtés. On voit bien que malgré toutes les précautions oratoires dont tu parlais, d'Antoine Assalé Tchemoko, il est menacé, il est arrêté, etc. Donc ça veut dire que c'est l'espace, non seulement l'espace civique,
mais c'est le passé qu'on emprisonne et l'avenir qu'on veut verrouiller. Merci Théophile, merci Roland pour cette discussion donc, sur le messianisme politique, la répression et la mémoire des luttes et de la vérité électorale en Côte d'Ivoire. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve prochainement pour de futurs décryptages de l'actualité africaine.